Et vous avez, je dois dire, la chaîne de contact podcast, et on va en parler du podcast d'ailleurs, avec cette chaîne de contact. Et alors, Stéphane Bureau, c'est intéressant parce que ce qui s'est passé là, à tout point de vue, il y a vraiment une espèce de miroir qui réfléchit, comme disait Cocteau, sur cette Amérique et sur cette Europe, Nélou, et les conséquences qu'on peut avoir. Alors, d'abord, en quelques mots, comment vous analysez cette victoire? Je rappelle que les sondages disaient que c'était très serré. Je ne parle pas des médias, on va en parler encore. Donc 95%, que ce soit en France, en Amérique, au Canada et ailleurs, et disaient que vraiment Trump. Le mot le plus doux, c'était Hitler, quoi. C'était, voilà, l'espèce de fasciste qui allait instaurer une dictature, etc. Et on a vu les pleurs, d'ailleurs, d'un certain nombre de gens le lendemain. Sinon les jérémiades. Alors, comment vous analysez ce qui s'est passé? D'abord, bonjour André Berkoff. Un plaisir d'être avec vous de nouveau. Alors, l'analyse, si on la dépliait complètement, ça serait très long et j'en ferai l'économie à vos auditeurs. Mais premier constat, d'abord, on s'est gouré collectivement à annoncer une course serrée qui ne l'était pas. Mon sentiment, il y a quelques jours, c'était que c'était très, très, très clairement une victoire Trump à l'horizon. Puis finalement, pendant ce week-end, justement, j'ai succombé, comme tout le monde, à cette idée que c'était beaucoup plus serré, que les sondages nous disaient que c'était à 50-50, et ce ne l'était pas. Et l'image, quant à moi, la plus surprenante, bluffante, c'est CNN qui nous la donne. Quand, devant cet écran géant où on voit les résultats électoraux s'afficher, un journaliste demande à John King, qui est le grand prêtre de cet écran, alors, est-ce qu'il est possible de voir où Kamala Harris a fait des gains sur la performance de Joe Biden en 2020. Quels sont les comtés? Combien y en a-t-il de comtés? Où elle a fait des gains par rapport à Joe Biden. Où elle a fait un meilleur score que Joe Biden. Et l'écran s'affiche, s'allume, 0 comté. 0. Elle n'a pas eu une voix de plus que Joe Biden, mais même dans moins. Aucun comté des États-Unis. Comté. C'est une déferlante pour M. Trump. Alors, l'analyser, je pense que le premier constat, c'est que nous avons à répétition depuis 2015, avant qu'il n'entre officiellement dans la course à l'investiture du Parti républicain, nous avons sous-estimé. Et je dirais pire encore, pour notre meilleur intérêt collectif, nous avons méprisé le personnage et le prix de ce mépris, il va se payer cash aux États-Unis et il se paie cash par Mme Harris qui a foulé au pied d'une certaine manière cet électorat invisibilisé. Oui, elle n'a pas méprisé que Trump, elle a méprisé l'électorat de Trump. Rappelez-vous, Hillary Clinton et Basket, c'est déplorable. Alors c'est pitoyable pour parler un meilleur français que deplorables. Mais cette répétition la semaine dernière, lorsque c'était une erreur de Joe Biden, quand il a parlé un acte voulu. Ou un acte voulu. Je suis d'accord avec vous, c'était pas un acte manqué. Mais avec M. Biden, je lui donne des circonstances atténuantes. Et c'est un autre souci. C'est-à-dire qu'on a passé de longs mois à nier le réel partout dans le monde, aux États-Unis d'abord. Alors, je ne sais pas si le néologisme existe, mais c'est quelque chose comme un infocide. On a tué l'info. On s'est entêté à refuser de contempler le réel et de le dire, déjà comme je le fais, était en soi un discours complotiste. Alors que le travail basique de l'information, c'est, à l'occasion au moins, constater le réel. Et dans cette campagne, il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont fait payer très cher au Parti démocrate le fait qu'on ait nié ce réel, qu'on ait dit Biden est aux abonnés absents et qu'on ait répondu non, du tout. C'est vous qui êtes dans la fake news. Il a fallu attendre le débat Trump-Biden pour s'apercevoir du réel. Et là, un choc le 27 juin dernier, devant cette évidence. Mais l'évidence, on pouvait la contempler, ici d'ailleurs en France, pendant les cérémonies commémoratives au débarquement. Mais toutes les images, nous disait-on, étaient manipulées. Alors peut-être qu'elles l'étaient, et c'est évident qu'il a des adversaires. Mais au total, je pense que quiconque, et je parle des citoyens, parce que vous me demandez d'expliquer. Moi, je pense qu'une partie de la réponse, elle vient de ce sentiment d'être tourné en ridicule, d'être méprisé, que le bon sens n'est plus droit de citer. Et dans cette dimension, justement, Stéphane Bureau, je voudrais qu'on avance, et c'est intéressant qu'on détaille, c'est que Trump était traité de raciste, et d'ailleurs, on disait que les Noirs, rappelez le discours d'Obama,
comment vous êtes brothers, les Noirs, vous allez voter pour Trump, c'est pas possible. Cette espèce de chosification, et on l'a vu d'ailleurs, c'était intéressant. Je voudrais que vous réagissiez là-dessus, c'est intéressant. Le vote juif s'est passé beaucoup sur Trump, alors qu'il était démocrate. Historiquement démocrate. Historiquement démocrate, absolument. Et, aux surprises de surprise, le vote musulman, Dearborn, Michigan, où ils sont venus officiellement dire que nous sommes pour Trump. Ça traduit quoi? Alors qu'on présentait Trump comme le raciste parmi les racistes, le salaud, etc. Et c'est vrai qu'il a eu des déclarations qui n'étaient pas toujours très, très élégantes. C'est clair. Il faut le reconnaître. Alors, pour ces musulmans de Dearborn et du Michigan, il faut voir que pendant le processus des primaires au Parti démocrate, qui n'ont pas eu lieu, puisque M. Biden était essentiellement seul dans la course, il y a 700 000 démocrates qui ont refusé d'appuyer le candidat président, qui ont dit non, je vais voter blanc. Pourquoi? Blanc, ici, peut-être, n'est pas le bon choix de mots, mais je m'abstiendrai de voter parce que je crois que l'appui de l'administration aux politiques israéliennes à Gaza est pour ces électeurs inacceptable. Déjà, en soi, c'est surprenant. Sur la question du racisme, alors, je vous donne une simple petite image parce qu'elle est parlante, un peu comme tout à l'heure, le grand écran à CNN, le Bronx. Alors, tout le monde connaît le Bronx, c'est Fort Apache, c'est le film avec Paul Newman. Alors, c'est un quartier, c'est une zone où on retrouve 8% à New York. Dans l'État de New York. C'est adjacent à New York, en fait, c'est dans la ville de New York. 8% d'électeurs blancs caucasiens. En tout. Ouais. Alors, on ne peut pas faire... toutes couleurs unies de Benetton davantage que dans le Bronx. C'est l'incarnation d'un château fort démocrate. 28% des électeurs, mardi, ont voté pour Donald Trump. 28%. Qui est présenté à répétition comme le plus raciste de tous les candidats jamais entendus à la tête d'un grand parti. Or, il est celui des candidats républicains qui a obtenu le plus grand appui de la communauté afro-américaine. Alors, on ne parle pas d'appui à 50%. Mais historiquement, c'est mieux que tous ses prédécesseurs. Et en 2016, parce que c'est souvent occulté, on dit, il a peut-être changé. En 2016, ou alors les électeurs ont changé, 30% des électeurs latino-américains ont voté pour Donald Trump. Une affaire en 2016. En 2016. Et aujourd'hui, alors que son discours essentiel portait sur le mur, sur la frontière et sur l'impérieuse nécessité de bloquer cette immigration illégale. C'est au cœur aujourd'hui, bien entendu, de sa campagne, parce qu'il y a un souci. On parle quand même de plusieurs millions d'illégaux aux États-Unis, alors qui ont contribué, on doit le dire aussi, à l'économie américaine, parce qu'on ne pourrait pas reconstruire en ce moment la Floride après les ouragans s'il n'y avait pas ces travailleurs. Sauf que où on met le curseur, c'est toujours pareil. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a oublié, c'est très intéressant. À côté, je voudrais aussi que vous réagissiez là-dessus, Stéphane Bureau, c'est l'impact d'un côté d'Elon Musk et de l'autre côté de Robert Kennedy Jr. Elon Musk, qui va faire quelque chose qu'on souhaiterait d'ailleurs en France, c'est l'examen des dépenses publiques, puisqu'il va rentrer au gouvernement, en tout cas d'une manière ou d'une autre, pour regarder la dépense publique fédérale américaine. Vous vous rappelez de l'image forte quand il est arrivé Market Street à San Francisco au QG de Twitter qu'il venait d'acheter. Il rentre avec son lavabo parce qu'il allait purger l'entreprise de ses employés. Il arrive avec le lavabo. Exactement, employés superfétatoires. Il y en avait trop. Alors, 80% de la masse salariale a été réduite à Twitter. Ça n'a pas empêché de fonctionner. Alors, je laisserai aux usagers le soin de juger la qualité de l'offre aujourd'hui. Mais c'est un peu la promesse. Alors, c'est autre chose que de s'attaquer aux dépenses de l'État. On a vu ici en France ce que c'est quand on nous annonce que nous allons dégraisser. M. Macron avait promis des miracles là-dessus. C'est pas tout à fait au rendez-vous. Alors, M. Trump a dit, parce qu'il est entouré de ses X-Men, et le plus flamboyant d'entre tous, c'est évidemment Elon Musk, qui fascine un jeune électorat par son succès, par ce qu'il fait, par ses business. Et la promesse, c'est que Musk aura pour responsabilité de dégraisser, de réduire la taille de l'État. La promesse qu'il a faite est un petit peu... on est dans l'hyperbole. Oui, il dit 2000 milliards. 2000 milliards de dollars, c'est à peu près le tiers de l'activité économique aux États-Unis. Ça donnerait un sérieux coup de frein. Mais on en serait à quelques centaines de milliards de nettoyage. Déjà pas mal. Ça serait pas mal. Et juste pour et la santé et Big Pharma avec Robert Kennedy Jr. Ça va être une sacrée
paire de manches. Personnage toxique s'il en est un dans l'espace public américain, conspué pour ses positions qui sont éternellement, on le souligne, répétées, celle qu'il est un anti-vax. Et oui, c'était d'abord un candidat qui se présentait au présidentiel comme indépendant, ce qui est évidemment impossible aux États-Unis, c'est un duopole, mais il était candidat jusqu'à récemment, s'est rallié en juillet dernier à la candidature en août dernier, à la candidature de M. Trump, avec là aussi une promesse de Trump faite à Robert Kennedy Jr. et probablement à ceux qui l'appuient. Et il faut voir que dans une élection qui était apparemment serrée, tous ces votes comptent. Alors, en fédérant les électeurs de M. Trump, Kennedy, oui. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et puis, make America healthy again. Et c'est une promesse qui est parfaitement recevable. Parce que c'est pas un pays qui est parfaitement en santé. C'est le moins qu'on puisse dire. L'obésité, etc. D'obésité. Et alors, est-ce que le plus crédible d'entre tous les porte-paroles est Kennedy? Les Américains, en tout cas pour 51% d'entre eux, ceux qui se présentent aux élections, ont dit oui. Et je crois que c'est un vrai thème. A-t-on déjà entendu parler, pendant une présidentielle, de santé publique? Oui, et puis c'est intéressant, ce multimilliardaire républicain s'est présenté comme le candidat des petits, du peuple, des sans grades, des périphériques, comme on dit en France. On va en parler tout de suite, restez avec nous, toujours avec Stéphane Bureau, c'est passionnant, et on va parler des sanglots longs, des violons, des défaits à l'élection. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Après cette petite pause. Sud Radio. Et d'ailleurs, un autre qui est dans tous ses états, comme moi, c'est Stéphane Bureau. Nous commentons ensemble, Podtasker, le journaliste, contacte Stéphane Bureau. Nous commentons effectivement cette actualité qui a été très riche. Et je dois dire, apesantissons-nous un moment sur certaines réactions. Alors, on va vous lire, et puis alors vous allez entendre ensuite un nuage sonore. On va vous lire les réactions depuis hier d'un certain nombre de gens que vous connaissez. Par exemple, le sénateur ELV de Paris, Yannick Jadot, qui tweet « Grosse gueule de bois ce matin, tous les pouvoirs fédéraux, présidence, Sénat, Cour suprême aux mains de Trump ». Sandrine Rousseau, députée de Paris du 9e ELV. Les États-Unis sont le théâtre d'un backlash climato-sceptique, masculiniste et raciste, soutenu et encouragé par les acteurs d'une économie libérale, avide de profit. Et elle ajoute « Angoisse, angoisse ». Pierre Moscovici, oui, même Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes. Nuit blanche, nuit sombre. C'est pas beau, ça, c'est beau comme de l'ortie. Et enfin, Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Cet enfer qui se profile. Courage aux Américains, aux Américaines et aux Américains qui seront en première ligne des politiques de Trump. Courage à nous toutes et tous. Voilà, c'est l'occupation, c'est Hitler, c'est les chemises grises. On est mort, on est fichu. La résistance arrive. Voilà, et... alors c'est intéressant, Stéphane Bureau, vous savez que nous avons beaucoup d'analystes. Nous avons les généraux de plateau, nous avons les politiques de plateau, nous avons de tout. Et notamment sur France Inter, c'était la veille, attendez, c'est pas la veille, c'était en août 2024, en août dernier, un journaliste, Thomas Negaroff, faisait l'analyse au moment où on avait décidé que Biden partait et que Kamala Harris arrivait. Donc en août 2024 sur France Inter, écoutez ce que disait ce journaliste. Pour Donald Trump? Oui, moi je pense que c'est la pire des candidates pour Donald Trump. Autant Joe Biden était le meilleur des candidats parce que, et il le rappelait il y a un instant, le duel présidentiel c'est toujours un corps à corps. Et dans ce corps à corps, vous aviez la virilité de Donald Trump et l'empathie fragile et la faiblesse de Joe Biden. Là, le corps à corps change de forme. Et vous avez tout à coup un Donald Trump qui non seulement apparaît comme vieilli, mais aussi un vieux mâle blanc face à une jeune femme métisse, très dynamique et compétente sur les dossiers, ça c'est très important. Et dans ce contexte-là, dans ce duel-là de corps à corps, moi je pense qu'il y a beaucoup de jeunes électeurs américains qui hésitaient et qui ne voulaient pas voter pour Joe Biden, qui n'hésiteront pas.
Voilà. Le vieux mâle blanc contre la jeune métisse dynamique. C'est joué, c'est plié. C'était en août dernier. Je vous dirais que dans le pire des cas, c'était le moindre mal pour beaucoup d'électeurs américains qui auront choisi Trump à hauteur de 51%. Je le répète, double légitimité. Il emporte le vote populaire. C'est la première fois qu'il le fait en 3 présidentielles et contrôle assez net du collège électoral. C'est-à-dire, au fond, que les analystes, vraiment, c'est intéressant de voir ce qui peut se dire. Mais à distance, on dit aussi un certain nombre de bêtises sur les États-Unis. Par exemple, sur la question environnementale. Alors, on va dire c'est tragique qu'on s'apprête à retourner, à reculer et retourner en arrière avec M. Trump. Alors, quand il avait déchiré le traité de Paris, évidemment, ça avait créé beaucoup d'émoi, beaucoup de réactions, je peux le comprendre. Il y a des enjeux, il y a de vrais enjeux. Mais aux États-Unis, le président n'est pas souverain. Le là, en matière automobile, par exemple, il est donné par la réglementation en Californie. Les constructeurs automobiles, quand ils se préoccupent de l'efficacité énergétique de leurs moteurs, ne regardent pas Washington, ils s'intéressent à ce qui se dit et pense à Sacramento, qui est la capitale de la Californie. Et c'est là que ça se joue. Mais ce, bien sûr, veut dire qu'il y a aussi des contre-pouvoirs. Bien sûr, et heureusement d'ailleurs, quelque part. Qui sont toujours occultés, parce qu'on se dit, ça y est, on a en face de nous un dictateur total. Oui, et revenons même au 6 janvier 2021. Non, ça sera très courtement. Pour vous dire que les seuls adversaires sur la route de M. Trump étaient des alliés politiques, des républicains en Géorgie et en Arizona, qui ont dit, bon, cette farce, il faut y mettre un terme. Donc, cette idée qu'il est laissé à lui-même, qu'il n'y a plus de garde-fou. Non, mais même d'ailleurs, sur l'environnement, il y aurait beaucoup de choses à dire. On en reparlera avec vous, plaisir. Stéphane Bureau. Merci en tout cas de vos éclaircissements et merci d'être venu pour analyser cette campagne vraiment pas comme les autres. Et qui changera nos vies durablement. Tout à fait.